Depuis plus d'un an, la vaccination contre la Covid-19 fait partie des instruments de lutte contre l'épidémie. La rapidité de mise en circulation des vaccins, la technique sur laquelle reposent certains d'entre eux, l'évolution des recommandations des autorités sanitaires a suscité des interrogations sur la nature, la prévalence et la gravité de leurs effets secondaires, ainsi que sur le fonctionnement du système français de pharmacovigilance. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça fait à peu près un mois que les urgences sont fermées et on prend que les urgences vitales. L'image qu'il faut imaginer, c'est qu'en temps normal, ce couloir-là, il ne reste pour circuler que l'espacement d'un brancard, puisque vous avez des brancards sur la gauche, sur la droite, plus tous les box pleins. Ça peut monter jusqu'à 70 patients qui stagnent dans cet espace-là, avec des gens, donc, et c'est bien ça le problème, des gens qui restent parfois 3-4 jours sur un brancard, des personnes âgées qui se retrouvent parfois sans fenêtre, sans heure, sans rien. Ils n'ont pas de contact avec leurs proches. Les toilettes peuvent être faites devant le voisin, simplement séparées par un brancard. Enfin, c'est des conditions qui sont absolument pas dignes de notre pays, quoi. Faire l'annonce d'un cancer dans cette ambiance-là, en ayant à peu près 5 minutes à consacrer au patient, et après on repart, et on se dit qu'on laisse le patient comme ça, avec cette annonce-là, tout seul, sans contact avec ses proches, qu'ensuite il va monter, dans le meilleur des cas, dans un service, ou alors il va stagner ici pendant 2-3 jours. C'est vraiment inhumain, quoi. C'est vraiment des conditions terribles. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis médecin aux urgences de l'hôpital d'Orléans. Les urgences n'accueillent plus que les urgences vitales parce que l'ensemble des infirmières et des aides-soignantes sont en arrêt maladie pour épuisement et que nous, médecins, nous sommes en grève. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pour qu'il y ait personne dans les couloirs, c'est entre 10 et 12 patients par infirmière. Là, pour qu'il n'y ait personne dans les couloirs. Là, ces dernières semaines, avant qu'on se mette en arrêt collectif, on montait jusqu'à 23, 24, 25 patients. Il ne faut pas se dire que c'est 23 personnes à charge, c'est 23 personnes en plus d'un flux qui arrive. On arrive, il y a déjà une quantité de personnes présentes sous notre responsabilité et toutes les 5 minutes, il y a une entrée qui arrive. Et ça continue, et ça augmente, et ça augmente. Il y a eu des moments où les repas passaient aussi à la trappe. Quelqu'un qui nous dit qu'il a faim. Ah ouais. Malheureusement, on arrivait à un stade où on disait on entend, vous avez faim, mais là malheureusement c'est pas notre priorité. J'ai 3 entrées derrière, j'ai plein de médicaments à passer en urgence. Le repas, je suis désolée, mais du coup ça attendra. Ça hurle, ça hurle, on voit des gens dénudés dans le couloir, des personnes âgées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va entendre une sonnette, c'est l'angoisse, c'est l'horreur parce que quelqu'un a besoin de nous, mais on n'a pas le temps. Il y a trop de choses à faire et on est sollicité dans tous les sens. Il y a une tension qui est palpable et on voit des gens qui sont pas bien et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. À la fin de la journée, je sors d'ici et ok, j'ai tué personne, oui. Alors en fait, on fait le. Mais j'ai pris soin de personne. On essaye de voir qu'est-ce qu'on n'a pas fait de mal, mais on voit pas le bien qu'on a fait. Parce que ok, oui, j'ai reçu des gens, je les ai perfusés, j'ai fait le bilan, nanana. Mais qu'est-ce que j'ai fait de bien en tant qu'infirmier dans le relationnel, dans l'humain, dans la prise de soin des gens? Rien. Alors. C'est le moment pas cool, c'est ça? J'allume la lumière. Je déteste les prises de sang. Non. Vous me dites s'il y a la tête qui tourne ou quoi. Le problème principal des urgences d'Orléans, mais c'est malheureusement le cas dans beaucoup d'urgences en France, c'est que les patients restent aux urgences beaucoup plus longtemps qu'ils ne devraient. Normalement, aux urgences, on accueille le patient, on fait un tri. Les patients qui ne nécessitent pas d'aller aux urgences, ils sont renvoyés vers leur médecin traitant. Et ceux qui ont besoin d'une prise en charge hospitalière, ils rentrent, on fait un diagnostic, un premier traitement, et puis soit les gens peuvent rentrer chez eux, soit ils nécessitent une hospitalisation. Malheureusement, il y a la plupart du temps pas de lit disponible. Donc les patients, plutôt que de monter dans les services, ils restent sur un brancard, dans des couloirs, dans des box, dans des conditions qui sont absolument pas prévues pour un service d'hospitalisation. Alors ce qui fait qu'on en arrive là, il y a deux mécanismes, on va dire, principaux. Il y a ce qu'on appelle, nous, l'amont des urgences et l'aval des urgences. L'amont, c'est-à-dire le nombre de patients qui arrivent aux urgences quotidiennement. Et ce nombre-là, il est en constante augmentation depuis des années. C'est une croissance permanente pour plusieurs raisons. Mais notamment ici, dans notre département, dans le Loiret, on est un des pires déserts médicaux de France. La deuxième raison, c'est tout simplement que la population vieillit. Les soins progressant, les gens vivent plus vieux. Et donc, quand on vit plus âgé, on fait plus de complications. Nous, notre problème, c'est surtout donc cette histoire de trouver un lit pour les patients.
ce qu'on appelle l'aval des urgences, le fait que les patients puissent quitter les urgences pour être hospitalisés. Il y a eu dans un premier temps des phénomènes de fermeture de lits pour raisons économiques. Ça a été une décision politique qui avait été prise il y a quelques années. Et malheureusement, à l'occasion de la crise Covid, ça a représenté sans doute des heures supplémentaires, du stress, une désorganisation aussi des services d'hospitalisation qui ont dû faire des choses qui n'étaient pas de leur ressort. Et donc, on est arrivé à un épuisement et à des départs en grand nombre d'infirmières et de médecins, notamment dans les services d'hospitalisation. Du coup, le nombre d'infirmières et de médecins diminuant dans les étages, dans les services d'hospitalisation, le nombre de lits se restreint, puisqu'il faut tant d'infirmières pour ouvrir tant de lits. Voilà. Si vous voulez, dans les étages, on dit qu'il faut une infirmière pour 12 patients, par exemple, ou pour 10 patients. Voilà, c'est simplement parce que on considère que une infirmière ne peut pas avoir sous sa charge plus de 10 ou 12 patients dans les services d'hospitalisation. Voilà. Alors qu'aux urgences, ça peut monter jusqu'à 20-25. Vous voyez, c'est là où on trouve qu'il y a peut-être un déséquilibre qu'il faudrait corriger. Bizarre, je vais pas uriné. Nous, on aurait souhaité qu'on puisse nous garantir au quotidien une quarantaine de lits pour les patients qui arrivent par les urgences. Voilà. La deuxième demande, c'était d'avoir ce qu'on appelle une cellule de gestion des lits, ou en anglais un bed manager, qui sait exactement combien il y a de lits disponibles, et que nous, on est simplement à lui envoyer l'information. Que ce soit pas aux soignants de chercher les lits. Nous, on appelle, on dit, on a besoin d'un lit de pneumologie, et puis ensuite, cette cellule s'occupe de trouver un lit. Et si c'est pas en pneumologie, c'est hébergé ailleurs, de façon à ne perdre aucun lit, parce que parfois, il y a eu des lits perdus simplement parce qu'on n'avait pas l'information qu'un lit était libre. Et donc, quelqu'un a dormi sur un brancard alors qu'il aurait pu être hospitalisé. Et la troisième revendication, qui relève presque plutôt du symbole, c'est en fait on demande à ce qu'un patient qui est là depuis plus de 24 heures aux urgences, pour lequel le diagnostic est fait, le premier traitement est fait et l'orientation idéale a été déterminée, c'est-à-dire que le travail de l'urgentiste et de l'équipe des urgences est fait, on demande à ce que ce patient-là ne soit plus à la charge, entre guillemets, de l'équipe paramédicale et médicale des urgences, que ce soit à l'hôpital, de la même façon, de lui trouver un lit, ou que ce soit le médecin de la spécialité qui gère ce patient. Le problème maintenant, c'est qu'une fois que cet arrêt collectif il est tombé, c'est comment revenir. Comment revenir et qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est plus, là on en est là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour revenir sur mon audition avec le président de la commission parlementaire des choix scientifiques et technologiques, en résumé, il souhaiterait que j'expose des témoignages écrits, comme indiqué dans mon courrier, sur un CERFA témoignage, notamment sur la difficulté à être recensé et en préciser la raison, afin de constater que Pharmacovigilance est défaillante en termes de statistiques. J'ai fait des propositions à M. Villani sur la prise en charge médicale des victimes d'effets secondaires afin de créer un protocole spécifique dans un centre hospitalier et d'éviter les mêmes péripéties que moi. Il faut savoir que la commission va faire un rapport afin de le transmettre au Sénat qui décidera si le débat sera public ou à huis clos et s'il appliquera ou pas les propositions indiquées dans ce rapport. Merci et bonne journée.